Bonjour, chers partenaires, distingués invités, mesdames et messieurs, avec tout protocole observé. Je m'appelle Cheikh Oumar Seydi, je suis le directeur d'Afrique de la Fondation Bill et Melinda Gates. Je vous souhaite la bienvenue à ce panel qui va discuter de l'approche multisectorielle dans la lutte contre les maladies non transmissibles. Pour commencer ce panel, je vais d'abord introduire et présenter les participants avant de donner la parole au docteur Moeti, qui va nous faire un petit exposé donc, sur la problématique dans laquelle nous sommes en train de travailler. Et ensuite, on va poser des questions donc, aux autres membres du panel. Je crois que je n'ai pas besoin de présenter le docteur professeur Awa Marie Kelsek, ministre d'État, que je tiens d'abord à remercier pour nous avoir invités et pour le travail remarquable qu'elle est en train de faire avec le Forum Galien. Donc, un partenariat qui continue à s'accroître et aussi une fierté pour le Sénégal, je dois l'ajouter. Merci, le professeur Kolsek, pour tout ce que vous faites pour le Sénégal et pour l'Afrique. Ensuite, nous avons donc à ma gauche le docteur Matsidiso Moeti, qui est la directrice de l'OMS pour l'Afrique et qui est basée donc au bureau régional de Brazzaville, et qui est aussi une sœur. Donc, welcome to Senegal, Dr. Moeti. Donc, ensuite, à ma droite, nous avons M. Bernard Bening, qui est le directeur général de la santé et donc qui nous joint à la place du ministre de la Santé du Sénégal. Et à côté de M. Ning, nous avons M. Nicolas Meda. M. Meda est l'ancien ministre de la Santé du Burkina Faso. Et à côté de M. Meda, nous avons Mme Rokia Sandogo, qui est une chercheuse, et donc qui va donner une perspective dans le cadre de la maladie, des recherches en fait pour la médecine traditionnelle, dans le cadre de la lutte contre les maladies transmissibles. Donc, avec ce panel qui a été déjà introduit, permettez-moi donc de donner la parole au docteur Moeti pour quelques réflexions avant le démarrage donc, des travaux de ce panel. Dr. Moeti, you have the floor. Thank you. Thank you very much, Dr. Omar Seydi. Again, all protocol observed, I'd like to greet the panel and also greet the participants who've joined us today. I'm really pleased, again, to congratulate Professor Awa Marie Kelsek. Oh, you're doing such a great job to have brought us all together, and the choice of themes could not be more on point in terms of what's happening in the world and especially in Africa. And Omar, even if I'm not doing protocol, I'd like to say a special hello to you and thank you in person. It's great that you've come home, and also just say that we're very pleased with the partnership with the Bill and Melinda Gates Foundation for Health in Africa. So this discussion will be on the central importance of a multisectoral approach to addressing the really rapidly rising burden of non-communicable diseases across the African continent. We can ask the question, why do we need a multisectoral approach? We know that the major risk factors for non-communicable diseases are to do with smoking tobacco, physical inactivity, the harmful use of alcohol, unhealthy foods, which are high in sugar, in ultra-processed fats, and being physically inactive. And we also know then that we must be able to ensure that people are aware of
these risks, ensure that the environment helps people to play their role, but also minimizes their exposure to these risks. And at the end, of course, we have the role of the health sector in ensuring that there is early screening, access to treatment, with everything that that goes with. We also know that these drivers of non-communicable diseases intersect with poverty, with food insecurity, with the other social determinants of health, and with fragile health systems into the burden and death rates that we're observing today. If we can just make one comment about the connection with poverty. In the past, we used to say, these are lifestyle diseases. So the assumption would be that it is wealthy people who have lots of money who can buy these unhealthy foods because they can, the poor have to eat our normal, healthy African diet, particularly in rural areas. We know that that's not true. Certain healthy foods like vegetables and fruit, if you are in an urban area and you see who is buying vegetables and fruits in a nice supermarket, it's not the poor people. It is actually the people with more money, with more money. If you look at what low-income people are buying as their food, it'll very often be bread, sugar, oil, the basics to keep your tummy full, which are not the healthy foods we're talking about. So what should happen to make healthy foods, just to take an example, accessible, affordable, so that low-income people whom we've accused in the past of doing lifestyle changes actually have the opportunity to live healthily. I believe this is where we need our understanding of what other sectors can do. So changing the trajectory of non-communicable diseases really needs engagement with other sectors, with industry, those who are engaged in producing some of these products, including the very food that we need, with agriculture, those who can make on a large scale healthy food affordable, available of the type that we recommend, with education, so that we learn as children, and children play their role, because we know that children are a powerful communicator within families. If they know something, then the families will know it. If I can tell an anecdote, I have two daughters. When they reached a certain age in school, they came back to say to me, no, mommy, we're not allowed to be drinking these cold drinks. I stopped buying fizzy drinks because my children refused to drink them, because they'd been told at school that this is unhealthy, and we were able to spread the word in our family. So education is a very important sector. The marketing sector, not only for their role in marketing healthy or unhealthy products, but also in marketing messaging, communication, the community development sector, the town planning sector. How do you get space to exercise if you are a woman who is low income and you can't pay gym fees? We need to find spaces for people to be able to exercise. And this is part of how town planning needs to adapt, for example. Of course, the communication sector, including access to digital technology, which can do so much to spread the word, go against misinformation, and play an important role. The finance sector is, of course, critically important, because here is where everything is going to depend on investment in those areas that are going to drive healthy lifestyles, access to services, access to care for people in our countries. If we include injuries among non-communicable diseases, road construction and infrastructure are also extremely important. So a whole of government, as we like to call it, approach, and also a whole of society approach with policy interventions at the highest level, but able to reach the local and community levels, are extremely essential. I think we can comfort ourselves by saying that we've learned a lot about multi-sectoral action in dealing with problems like HIV on our continent, and more recently, the COVID-19 pandemic, about what works. So I think we need to be encouraged. We're not starting from scratch. We have learned some lessons and now need to apply them and adapt them for application for non-communicable diseases. As I said, that we need to identify who are the most vulnerable and key populations and how to target them, and how to work with the sector that is going to minimize the greatest drivers of risk and exposure to non-communicable diseases.
just as an example, before I finish, in the WHO African region, we've developed a framework for implementing the Global Alcohol Action Plan 2022 to 2030. And ministers of health adopted this. And this is going to involve ministers of health reaching out to other colleagues. They can't do the work on dealing with the alcohol as a risk factor on their own. We need legislation, we need taxation on alcohol so that it's less affordable by people, and we need to work with the sectors that are relevant for doing that. So we have the responsibility as the international community and the health community involved here, the health leaders, the policymakers, the health experts, of seeing how we can mobilize the other sectors, make it part of their interest to pay attention to working with us, and how we can organize to work together. And I'd like to emphasize before ending, at all levels. I'm very often told that the multisectoral action is to have the Prime Minister chairing a multisectoral ministerial committee. That's a very important starting point. How does that play out at the local level, where decisions are also made by the local administrators? So we need to make sure that this is replicated and the engagement of our other sectors is assured at different levels, and particularly at the community level. A truly multisectoral approach requires policy alignment and coherence across all these sectors, and we must all collectively recognize that to have, for example, African people traveling to India. I know that for many of our countries, access to treatment for non-communicable diseases in the end involves going across to India, where I know people get treated, they come back home, and then the continuity is not there. I believe strongly that we've learned, again, from communicable diseases, which continue to be a heavy burden. We can extrapolate, we can innovate, and we must involve the other sectors so that we deal with the risk factors, we deal with the drivers and determinants, and we also go all the way to ensuring early screening, early treatment, and stopping the huge pandemic, we might call it, of non-communicable diseases, which is already happening in Africa. Thank you very much, and I look forward to a great panel. Thank you very much, my sister. These are very important messages, particularly in terms of looking at this as a whole of society approach and a whole of government approach to tackling this issue. And the fact that practically every sector in development has to be involved for this to succeed. And let me also add one thing, maybe this is me being biased about really complimenting you for just the wonderful job that you've been doing for Africa, WHO. You have transformed this organization. People say it, but let me just say it and acknowledge that. Je souhaiterais aussi signaler que nous avons deux panélistes qui nous ont rejoints en ligne. Donc, on vient de me signaler. Donc, Madame Anne-Claire Amprou, qui est ambassadrice mondiale de la santé, qui nous vient de France. Madame Amprou, je vais m'assurer qu'elle est sur place. Ensuite, nous avons Monsieur Peter Mfori, qui est spécialiste de la promotion de santé du bureau de l'OMS, du bureau régional de l'OMS à Brazzaville. Peter, are you on? Oh, fantastic. Yeah, there you go. Okay, wonderful. Alors, donc, je crois que en ce moment-là, donc, this is probably the time to go through Q&As. All right. All right. Donc, should we go ahead with the Q&As? Alors, donc, je vais commencer donc par demander à M. Nicolas Meda, donc ancien ministre de la Santé du Burkina Faso, de nous donner un tout petit peu ses perspectives sur l'approche multisectorielle qui est aussi importante dans le cadre de la lutte contre les maladies non transmissibles. Donc,
Monsieur le ministre, vos perspectives. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je suis là, a priori, au nom du ministre de la Santé du Burkina Faso, le docteur Robert Kargougou. Et ce que je vais dire devient maintenant ma propre perspective, parce que j'avoue que je n'ai pas eu la chance de le consulter avant de m'asseoir là. Donc, c'est comme une déclaration sur l'État. Et donc, je vais donner surtout ce qui se fait au Burkina Faso dans cette perspective de la multisectorialité pour lutter contre les maladies non transmissibles et peut-être voir qu'est-ce qu'on peut apprendre du prix Galien pour renforcer ce qui déjà se fait. Au niveau donc du Burkina Faso, d'abord, et Madame la directrice régionale de l'OMS pour l'Afrique a bien signalé et signifié l'importance d'un certain nombre de conditions préalables pour la santé. Si je peux rappeler deux ou trois, c'est déjà la paix. C'est difficile dans des zones de conflit, de guerre, avec une multitude, des millions de déplacés, de garantir la santé pour la population. Et donc, cette condition préalable de la paix, vous pouvez imaginer, dans le contexte du terrorisme que vit le Burkina, toutes les difficultés à ce que la santé soit un bien partagé par l'ensemble de la population, avec peut-être une grande partie du territoire où nous n'avons pas accès. La deuxième condition, c'est peut-être avoir des logements, un abri. Et aujourd'hui, vous connaissez toutes les conditions difficiles avec le dérèglement climatique, avec les inondations, où il y a des inondations qui entraînent bien sûr des difficultés pour les personnes de se loger, et des conditions aussi qui favorisent un certain nombre de maladies. Le Burkina vit actuellement une épidémie de dengue et une épidémie de chikungunya. Peut-être beaucoup de gens ne connaissent pas le chikungunya, mais ce n'est pas l'objet aujourd'hui. Troisième condition, c'est avoir une nourriture suffisante, équilibrée et sûre, et des revenus pour pouvoir avoir accès à des biens et des services. Donc, quand on voit toutes ces conditions, on comprend rapidement que la santé ne peut pas être seulement l'affaire du secteur de la santé. Ce n'est pas le secteur de la santé qui garantit la paix sociale et la paix dans un pays. Ce n'est pas le secteur de la santé qui s'occupe des logements sociaux, des logements salubres. Ce n'est pas le secteur de la santé qui produit la nourriture. Et ce n'est pas le secteur de la santé qui garantit des revenus. Et donc, ces conditions préalables posent clairement l'exigence, la nécessité et l'importance d'une approche multisectorielle de la santé. Et le Burkina Faso a défini depuis 2016 ce qu'on appelle des secteurs de planification, où on met ensemble les ministères qui concourent à atteindre un objectif commun. Et donc, il y a le secteur de planification de la santé qui comprend un certain nombre de ministères, tel celui de la santé, tel celui de l'agriculture, tel celui des sports, tel celui de l'enseignement, ainsi de suite, et de l'éducation. Et donc, vous voyez que dès la définition des politiques gouvernementales,
la multisectorialité est imposée comme instrument de coordination et de planification et de coordination. Et donc, c'est comme ça que le Burkina travaille. Deuxièmement, à l'échelle de la lutte contre les maladies non transmissibles, il y a eu un énorme travail multisectoriel pour, par exemple, développer une politique de restriction et de lutte contre le tabagisme. Et je sais que ça a fait l'objet de conflits où le secteur de la santé, malgré les efforts pour imposer un paquet neutre, s'est heurté à celui du commerce qui ne voyait que l'industrie et les emplois. Et donc, ça, c'est les conflits au niveau de la gestion de la multisectorialité pour, par exemple, lutter contre les méfaits du tabac. Et Malambola, cette alliance stratégique entre différents secteurs pour la promotion de la santé a permis d'adopter des lois progressives pour qu'à terme, le paquet de cigarettes soit neutre et que la publicité sur le tabac soit complètement interdite. Et on a travaillé avec le ministère de l'Éducation, le ministère du Commerce, le ministère de l'Économie et des Finances pour arriver à ce consensus. Et d'ailleurs, c'est le ministère de la Santé qui a été instrumental avec le ministère de l'Économie pour développer tout un package des taxes du péché. En anglais, c'est connu, sin tax, mais au Burkina, nous avons développé les taxes sur le tabac, les taxes sur les boissons énergisantes, les taxes sur les auberges, les taxes, tout ça qui entraîne un certain nombre de maladies. Et aujourd'hui, on collecte des ressources pour pouvoir alimenter, financer la Caisse nationale d'assurance maladie universelle. Et c'est ce travail multisectoriel qui a permis d'aboutir à ce consensus aussi pour marcher ensemble vers la couverture sanitaire universelle. Donc voilà quelques exemples d'activités dans la multisectorialité que le Burkina a eu à conduire et continue à conduire. Et peut-être je reviendrai plus en détail sur certaines activités. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Thank you very much. I'd now like to welcome and address Madame Amprou and Claire. First, I'd like to make sure that you are connected. She's the World Health Ambassador for France. Bienvenue, Madame Amprou. Bonjour. Donc, la question, c'est, en tant qu'ambassadrice mondiale de la santé, si vous pouvez partager avec nous votre mission et ses objectifs et nous dire aussi quelles sont les perspectives pour améliorer la collaboration multisectorielle dans le cadre de la santé mondiale, avec toutes ces structures qui sont là pour appuyer la santé, et si ça peut être sur comment au niveau mondial, mais surtout pour les besoins de la continent africain qui est confronté aux maladies transmissibles, aux maladies non transmissibles émergentes. Merci. Merci beaucoup. J'espère que vous pouvez bien m'entendre. Madame la directrice régionale de l'OMS, c'est un plaisir de vous retrouver, ainsi que chers collègues, mesdames et messieurs les ministres. D'abord, merci beaucoup de cette invitation à pouvoir participer au Forum Galien, qui est toujours un rendez-vous très important, rendez-vous annuel. Et surtout, bravo pour avoir choisi la thématique de la conférence sur la multisectorialité dans la prévention des maladies non transmissibles. Alors, je vais me présenter puisque évidemment la question se pose de mon rôle. Donc, je suis ambassadrice pour la France pour la santé mondiale depuis novembre 2022 sous la double
autorité du ministère des Affaires étrangères et de la Santé, qui est un exemple en soi de la multisectorialité par définition de la santé mondiale, et ce qui nous amène aujourd'hui à en parler. Mon rôle, c'est de mettre en œuvre les priorités françaises en matière de santé mondiale. Elles sont inscrites dans une stratégie nationale, et j'en profite pour vous annoncer que nous lançons le 12 octobre prochain, donc la semaine prochaine, à Lyon, la nouvelle stratégie française en santé mondiale pour la période 2023-2027, avec justement 3 ministres pour bien montrer la multisectorialité, les affaires étrangères, la santé, mais aussi la recherche et l'enseignement. Et nous ferons cela en présence du docteur Tedros, directeur général de l'OMS. Mon rôle est aussi de siéger dans les fonds multilatéraux, représenter la France, par exemple le Fonds mondial ou United. Et puis, je suis en charge de l'ensemble des négociations en cours sur la thématique qu'on appelle PPR, prévention, préparation et riposte aux pandémies, avec à la fois les négociations en cours à l'OMS et le Fonds pandémie. Voilà mon rôle qui s'inscrit de manière assez naturelle dans une logique multisectorielle. Alors, pour répondre à votre question, c'est sur les défis et les perspectives. Cela a été beaucoup mentionné en séance d'ouverture par la ministre d'État et par vous, Madame la directrice régionale, en introduction, sur ce rôle de la multisectorialité et la prévention. Et c'est toujours très utile de rappeler quelques chiffres, puisque les maladies non transmissibles sont à l'origine de 41 millions de décès chaque année dans le monde. Et les 3/4 des décès sont pour la plupart dans les pays à revenus faibles ou intermédiaires. Donc, on voit bien le défi que cela représente. Et comme cela a été mentionné aussi en ouverture, le défi de la prévention et de ce qu'implique la multisectorialité, puisque nous savons que l'accès aux soins de santé est un déterminant majeur, mais nous savons aussi qu'il y a tous les déterminants de santé, qu'ils soient individuels, collectifs, environnementaux, sociaux, économiques, et qui ont un impact majeur. Un environnement pollué, une mauvaise ou une sous-alimentation, la sédentarité, l'insécurité, comme ça a aussi été mentionné, sont évidemment des facteurs majeurs, et donc qui montrent le défi et l'intérêt de cette multisectorialité. Comme cela aussi a été mentionné, la multisectorialité n'est pas simple. Il y a des défis qui nécessitent une réponse, notamment en termes de coordination, et notamment entre ministères interministériels. Et l'exemple donné par le Burkina Faso à l'instant, merci beaucoup, parce que montre aussi l'opportunité que cela représente, soit via des comités interministériels, comme cela a été dit, et je parle pour l'exemple français, c'est ce que nous avons fait. Et c'est ce que nous souhaitons justement promouvoir dans la nouvelle stratégie française de santé mondiale qui sera donc lancée la semaine prochaine, et la prévention des maladies non transmissibles est au cœur justement de cette nouvelle stratégie. Donc, merci beaucoup de m'avoir donné l'opportunité d'en parler. Alors, quelques exemples de ce que cela revêt en termes d'action multisectorielle. Cela a été mentionné aussi par le docteur Moetti tout à l'heure, l'éducation à la santé, qui est majeure pour encourager les bons réflexes, et ce, dès le plus jeune âge, avec des dispositifs qui peuvent accompagner les enseignants dans la mise en œuvre à l'école de programmes d'éducation à la santé, mais aussi le marketing, ça a été dit aussi tout à l'heure, notamment grâce à la digitalisation, nous avons une opportunité majeure avec cette digitalisation qui peut nous aider dans la promotion et dans le marketing. Deuxième exemple, la fiscalité, les aspects financiers, la fiscalité. Alors, la France est assez championne en termes de fiscalité incitative. Mais je vais me permettre d'insister et de donner quelques exemples. Nous l'avons développé sur les produits nocifs, et les études scientifiques montrent leur impact, notamment sur l'alcool, le sucre, le tabac, puisque nous avons un double bénéfice. Le bénéfice de lutter contre la consommation de ces produits,
et le bénéfice de pouvoir lever des fonds pour financer nos systèmes de santé. Et c'est la clé. Et nous l'avons appliqué sur les paquets de cigarettes. Et là aussi, les études scientifiques françaises, mais aussi internationales, montrent l'impact en baisse de consommation du tabac à partir du moment où on augmente le prix. Ce qui est tout à fait complémentaire à un troisième type d'action sur l'information et le marketing, et notamment le paquet neutre. Donc, merci d'avoir rappelé cet exemple. Au Burkina Faso, en France, nous avons aussi adopté le paquet neutre. Après beaucoup de discussions en interministériel, je vois que ça a été aussi le cas chez vous, mais qui est un formidable outil en termes d'incitation et de politique de prévention. Un autre exemple, c'est bien sûr la nutrition et l'alimentation, qui a été mentionné également et qui montre le lien avec l'agriculture et donc encore une fois l'interministérialité et la multisectorialité. Et quand on parle aussi de nutrition, c'est l'information sur la nutrition. Et je voudrais donner un exemple, c'est notamment l'étiquetage sur les produits alimentaires. Il y a eu un dispositif mis en place à l'initiative de la France, adopté au niveau européen, qui s'appelle le Nutri-Score, qui est en fait un étiquetage nutritionnel, qui permet de guider les consommateurs. Ce n'est pas applicable pour tous les produits alimentaires, évidemment, mais ça participe à cette logique d'information. Et puis enfin, dernier exemple, c'est le facteur environnemental qui est majeur et qui est un autre déterminant de la santé, et notamment majeur pour les maladies non transmissibles. Et c'est pour cela que nous allons promouvoir, et que nous avons déjà commencé d'ailleurs, et ce sera au cœur aussi de cette nouvelle stratégie en santé mondiale, l'approche santé-climat dite une seule santé, pour bien montrer l'interdépendance entre la santé humaine, la santé animale et la santé des écosystèmes. Et c'est bien cette interdépendance qui permet aussi d'avoir une politique de prévention, évidemment pour les maladies transmissibles, mais aussi pour les maladies non transmissibles, et notamment prendre en compte l'aspect relatif à la santé de nos écosystèmes. Et dernier élément, la lutte contre les maladies non transmissibles suppose aussi un investissement dans nos services de santé, cela a été mentionné, mais en particulier les ressources humaines. Les professionnels de santé seront majeurs dans ce rôle de prévention, ils ont leur place, et dans le renforcement des systèmes de santé, nous souhaitons mettre l'accent sur la formation, le renforcement des ressources humaines en santé, avec notamment l'Académie de l'OMS qui deviendra en 2024 le centre de référence pour l'ensemble. Et donc, je conclus en disant personnalités politiques, chercheurs, médecins, acteurs de la société civile, communauté. Nous avons besoin de tout le monde dans cette politique de prévention des maladies non transmissibles. Je vous remercie. Compte tenu de votre expérience, surtout que vous avez travaillé dans plusieurs secteurs en même temps, y compris bien sûr la santé. Vous avez la parole. Merci beaucoup. Je voudrais dire que si je suis là aujourd'hui, c'est parce que Monsieur le ministre de l'Agriculture du Congo, de la République du Congo, a eu à passer devant l'Assemblée nationale. Et donc, bon, il y a eu des changements et il n'a pas pu se déplacer. Mais il a dit qu'il fallait que je dise qu'il était vraiment très impliqué par rapport à la multisectorialité. Et il voulait donner 2 ou 3 exemples parce que Monsieur le Président de la République du Congo lui a demandé de venir parce qu'il était quelqu'un de la diaspora pour travailler sur donc, le ministère de l'Agriculture, notamment avec son background de professeur en marketing. Et il était même étonné, mais on lui a dit non, ce dont on a besoin, c'est que les gens changent d'habitude alimentaire. Mais vous devez leur apporter ces nutriments, leur apporter ces aliments,
et les aider à changer de comportement. Et pour cela, aussi travailler avec tous les secteurs, parce que les problèmes de nutrition ont un impact sur aussi tous les secteurs et demandent à tous les secteurs d'être impliqués. Donc, c'est vraiment ce message qu'il voulait faire passer. Et pour dire qu'aujourd'hui, dans son pays, il y a eu un problème d'utilisation plutôt des aliments venant de l'Occident. Et maintenant, dans l'alimentation, il y a beaucoup de choses qui font que l'habitude même aussi dans son pays de cultiver n'était pas un métier que les gens aimaient faire. Donc, il y a tout un chamboulement qui implique une multisectorialité et qui fait que pour lui, vraiment, il est désolé. Il ne peut même pas suivre en ligne parce qu'il est à l'Assemblée, mais bon, on pourra lui faire parvenir tout cela. Un mot en ce qui me concerne, c'est juste One Health, One Sustainable Health. Et on le voit maintenant dans tous les secteurs avec lesquels la santé travaille. La santé, moi, mon message particulier, et que tout le monde aussi a en général maintenant, c'est qu'on doit faire la différence entre la santé et la médecine. Et travailler sur les déterminants de la santé et sur l'impact que certaines choses ont sur la santé, cela permettra aux choses d'avancer. Mais si l'on croit que c'est l'accès seulement, aller dans une structure, alors que nous-mêmes, on a souvent des problèmes, mais ce qui est le plus grave, c'est qu'on a de plus en plus de malades et parce qu'on ne travaille pas sur les déterminants de la santé. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la ministre d'État, pour avoir partagé ces réflexions, mais aussi pour avoir parlé justement au nom du ministre de l'Agriculture de la République du Congo. Je crois que donc à présent, donc, nous allons passer la parole à M. Nying, qui est le directeur de la santé. Pour le Sénégal, nous avons pu comprendre que votre secteur vient de lancer un plan stratégique pour l'accélération de la lutte contre les maladies non transmissibles. Pouvez-vous nous présenter les grandes orientations justement de ce plan stratégique? Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Omar. Permettez-moi d'abord de saluer respectueusement Madame le professeur Eva Marie Coll Seck. Au Sénégal, si on parle du docteur Nying, tout le monde pense au professeur Eva Seck. Mais comme ce n'est pas la question, je ne vais pas détailler. Professeur Eva, par contre, je voudrais devant vous saluer mon directeur de thèse, le professeur Salif Sow, présent dans la salle. Là également, je ne développe pas, mais c'est juste pour mettre un contexte peut-être affectueux et affectif dans la session d'aujourd'hui. Pour aller à la question partagée avec l'assistance, le fil conducteur qui a amené le Sénégal à élaborer et à lancer un plan d'accélération de la lutte contre les maladies non transmissibles. En réalité, c'est en 2015 que le ministère de la Santé et de l'Action sociale a organisé une enquête sur les facteurs de risque et la prévalence des maladies non transmissibles au Sénégal en 2015, donc enquête STEPS. Et à la lumière de cette enquête, nous avons en réalité élaboré un plan national stratégique 2017-2020. 2 ans après avoir élaboré ce plan, donc qui devait prendre en charge les résultats de l'enquête STEPS, le ministère a eu à élaborer son plan national de développement sanitaire et social 2019-2028. Et il y a eu une très belle congruence. L'enquête STEPS nous a donné des renseignements sur les maladies non transmissibles et sont très nombreuses. Nous avons vu qu'au Sénégal, nous en avions 5 prioritaires. L'enquête STEPS nous a montré que parmi les 5 facteurs de risque habituellement évoqués, tous étaient présents au Sénégal avec des niveaux de prévalence assez élevés. Et donc,
Le plan stratégique national a été élaboré pour prendre en charge de façon prioritaire les maladies cardiovasculaires, les cancers, les affections respiratoires, la maladie rénale chronique et les maladies mentales. Et pour des raisons épidémiologiques, à la lumière de cette enquête, nous y avons joint donc les maladies génétiques comme la drépanocytose et l'hémophilie. Ça, c'est des constats de terrain, donc plan 2017-2020. Au moment d'évaluer ce plan, une des recommandations, pour ne pas dire la recommandation phare, a été d'élaborer un plan d'accélération. Pourquoi? Certes, nous avions eu des performances, mais nous avions en particulier fait 3 constats. Premier constat, la vitesse de mise en œuvre du plan stratégique n'était pas à la hauteur de l'urgence de la situation. Deuxième constat, quand nous étions étudiants, lorsqu'on parlait d'épidémie, on pensait d'office aux maladies transmissibles. Mais deuxième constat, on s'est rendu compte que les maladies non transmissibles étaient la nouvelle épidémie. Ce matin, cela a été dit, le Sénégal aujourd'hui est confronté donc à la double charge ou bien au double défi, maladies transmissibles, maladies non transmissibles. Et troisième défi, ou bien troisième constat, si nous ne faisons rien, même les points gagnés dans la mise en œuvre du plan stratégique 2017-2020 risqueraient d'être perdus. Voilà pourquoi donc on a élaboré un plan d'accélération 2023-2025 dont les orientations majeures tournent en fait autour de 3 ou 4 stratégies liées surtout à l'urgence. Des stratégies relatives à l'augmentation ou à l'amélioration du niveau de connaissance et de sensibilité des populations par rapport aux maladies non transmissibles, des préoccupations liées à l'augmentation du taux de dépistage de certaines maladies non transmissibles qui, si au niveau de la prévalence, ne pesaient pas avec des chiffres importants, étaient des urgences dans le cadre de la prise en charge à cause des difficultés d'accès aux services, ou bien, une fois qu'on a accédé aux services, d'accès aux moyens de diagnostic et de prise en charge. Je cite en particulier l'hémophilie et la drépanocytose. Donc, comment augmenter le taux de dépistage de l'hémophilie et de la drépanocytose. Nous avions également fait un constat en cours de route. Si nous disposons de structures pour prendre en charge la maladie rénale chronique à son stade terminal, la dialyse, nous avions beaucoup de malades justifiant une dialyse, mais qui étaient en liste d'attente parce que notre capacité d'absorption n'était pas assez développée. Donc, une des orientations dans ce plan d'accélération, c'est d'augmenter le recrutement des malades qui sont sur la liste d'attente donc de la dialyse. Et les 3 derniers sous-points, qui sont des orientations dans ce plan stratégique, c'est comment réduire ce qu'on a appelé dans le plan les accidents ou les épisodes aigus, comme les accidents vasculaires cérébraux, l'infarctus du myocarde et même le coma diabétique. Parce que autant nous avons de plus en plus des diabétiques, autant nous avons des diabètes compliqués. Assurer la prise en charge conforme, naturellement, donc, de toute maladie une fois qu'elle est diagnostiquée. Et enfin, la dernière orientation majeure, c'est comment renforcer au plan institutionnel la structure du ministère de la Santé à laquelle nous avons confié la lutte contre les maladies non transmissibles, qu'on appelle donc la division de la lutte contre les maladies non transmissibles, qui est mise en place, qui est très rodée, mais qui souffre de carences où aujourd'hui on a identifié des opportunités, donc des capacités à la renforcer, mais des avantages une fois que nous l'aurons renforcée. La preuve, en moins d'1 an d'accélération, le chef de la division de la lutte contre les maladies non transmissibles au ministère de la Santé a un surnom. Nous l'appelons le champion national. Heureusement, il est dans la salle, docteur Anne, je vous salue. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur le directeur. So I'd now like to invite Mr. Peter Pori, the Health Promotion Officer of WHO in Afro. Peter, there you are. So
We've got about 3 minutes for you, Max. And as your boss, I'm asking you to observe that 3 minutes, Peter. So can you briefly describe the role of health promotion and the health in all sectors initiative in the fight against NCDs? And just highlight some of the challenges and recommendations for African countries to take better account of social and health determinants in the fight against NCDs. You have the floor. Thank you very much, Dr. Moeti, and I'm very delighted to be in this important forum. The role of health promotion in this field is quite peculiar, and we have recognized, understood, and continue to address the challenges around NCD prevention. And we have actually made strides in the African region in terms of building capacity in countries. And this has actually been prominent in our role in terms of advocating for health and making sure that factors that underpin economic, political, and social, including cultural and behavioral conditions, are addressed, and also playing our enabling position in terms of creation of healthy choices and making that healthy choices are accessible across the population. And we have actually built capacity in more than 22 countries in health in all policies, which is a vehicle towards moving multi-sectoral collaboration in the continent. And we have involved government and non-governmental sectors in this area. Central to these is the issue of inclusion of academic institutions. And we are actually pursuing a mentoring program, which we have begun to see fruit in terms of 8 institutions, including, of course, Senegal. We have developed modules on the social determinants of health, including NCDs, and our focal person in Senegal is Professor Ibrahim Seik, who is in the room, and the students that we have actually trained in the medical fraternity, schools of public health, and schools of economics. And we, in countries, as just citing an example, in countries that we are operating, we have seen a reduction in terms of exposure in tobacco. Burkina Faso is an example, where we are also seeing results in Rwanda, where we have a robust program on walking and cycling as an example. And in Benin, and also including Algeria, the multi-sectoral collaboration forums and committees are quite functional, and also connecting dots in terms of involving other sectors, such as Ministry of Foreign Affairs in Algeria, which is pushing the issue of housing, which is one of the determinants of health. So these are just examples that one would highlight. Challenges are quite eminent in moving forward implementation of multi-sectoral collaboration. And these include the issue of interference of the industry, lack of adequate resources that are allocated in health promotion, and there's a need to expand the role of comprehensive health education to include individuals, households, families. And we have seen this actually coming out quite clearly during COVID-19, whereby we asked a right from non-governmental agencies, civil society agencies, to actually engage in the response. And also a specific consideration in terms of increasing investment in ensuring health promotion workforce that is prominently placed and equipped with core competencies to implement knowledge, policies, and practices.
And we have actually noticed that again, that coordination of the impact on determinants of health underpins the NCD epidemic across populations. And our experience is we should not only focus on the lifestyles approach, but also address other determinants as it has been highlighted, working closely with ministries of education or other education sector, employment, housing, income, and access to healthcare in terms of reinforcing health-seeking behavior and then making sure that effective health promotion interventions are realized. So in a nutshell, this is our experience in the region, and we are looking forward to basically moving on this agenda of involving a whole of government, a whole of society, because society actually has a stake in terms of NCD prevention. Thank you very much, Peter. Thank you. À présent, donc, nous allons passer la parole à Madame Sandogo pour aussi partager ses perspectives. Vous avez la parole. Merci beaucoup. Je voulais remercier le Forum Gallien, le professeur Awakol Sek, et à travers elle, toute l'équipe, et remercier tous mes maîtres qui sont dans cette salle, et tous mes aînés. Et merci de parler du secteur de la médecine traditionnelle dans cette multisectorialité. Et étant au Forum Gallien, j'ai dit qu'il est important de signaler que le Forum Gallien n'a pas oublié ce secteur et a toujours donné la parole pour qu'on en parle. Et je suis contente d'intervenir en tant que première lauréate du prix Gallien pour le meilleur produit issu de la pharmacopée, et étant également aujourd'hui coordinatrice du programme thématique pharmacopée médecine traditionnelle, lauréat du prix Macky Sall pour la recherche au niveau du CAMES, avec un projet plateforme de recherche, d'innovation pour la production et la commercialisation des médicaments à usage humain et vétérinaire issus de la pharmacopée africaine. Donc, pour vous dire qu'il est important de rappeler cela, on parlait tantôt de recherche. Et aujourd'hui, pour le thème des maladies non transmissibles, par exemple, dans notre projet du CAMES, nous avons un produit que nous appuyons sur la drépanocytose. C'est un produit du Burkina, parce que le CAMES est 19 pays. Nous avons 5 pays phares qui ont mis des produits, qui ont des autorisations de mise sur le marché. Et nous avons le FACA du Burkina, qui est un médicament pour la prise en charge de la drépanocytose. C'est pour dire qu'il est important de financer la recherche sur la pharmacopée. Pour la question des maladies non transmissibles, en termes de perspective aujourd'hui de prise en charge de ces maladies, j'aimerais attirer notre attention sur l'itinéraire thérapeutique des patients. Quand on parle de communauté, le premier recours pour toutes les maladies, c'est la médecine traditionnelle. Donc, nous devons y penser que leur itinéraire thérapeutique, c'est important, et l'efficacité du système conventionnel va dépendre du dialogue qu'on va instituer avec la médecine traditionnelle. Parce qu'il est dommage que le retard de recours aux soins efficaces et sûrs et de qualité soit la cause des décès. Nous devons beaucoup travailler sur la rapidité d'accès aux soins. Si on veut le faire, agissons au niveau de la communauté, agissons sur
les ressources de la médecine traditionnelle et par rapport à l'itinéraire. Et pour cela, pour les maladies chroniques, nous avons commencé de mener des enquêtes au niveau des patients pour voir quel est le comportement des patients. Et nous voyons que plus de 60% des patients utilisent les deux médecines. Et souvent, ils abandonnent le traitement classique pour les plantes médicinales. Et donc, nous avons commencé à faire un travail par rapport à l'intégration des plantes les plus utilisées dans la prise en charge des maladies chroniques, notamment le diabète et l'hypertension. Et donc, il est important aujourd'hui qu'on parle de formation, de recherche et de développement de ce secteur. Et ici, dans cette salle, il y a mes autorités de la formation, on a le doyen de notre faculté, le ministre Michel n'est pas là, ministre de la Santé du Mali, qui sont tous d'accord qu'on puisse valoriser la médecine traditionnelle. Et il faut informer, sensibiliser, il faut contribuer à la prévention. La prévention avec les plantes peut se faire, mais il faut qu'on le fasse dans un cadre de collaboration. Moi, j'aimerais attirer notre attention qu'on mette l'utilisation des ressources de la médecine traditionnelle dans un cadre professionnel. Dans un cadre professionnel. Nous ne pouvons pas ignorer les habitudes de nos populations. Et là, pour un système efficace, pour contribuer à apporter des solutions aux populations, moi, je veux que l'utilisation des plantes soit dans ce cadre professionnel, parce que ce que vous oubliez souvent, dans le cadre, par exemple, d'un diabète, on peut perdre un patient par coma hypoglycémique, parce que le patient, il mélange la plante et puis les médicaments. Donc, je termine en disant qu'aujourd'hui, nous avons la nécessité pour la multisectorialité de la coordination entre tous les différents secteurs, les différents programmes qui interviennent dans la santé, sans jamais oublier le système traditionnel. Je vous remercie. Nous remercions, Madame Sandogo. Now, to close us off, I'd like to hand the floor to Dr. Moeti for your final words with, again, much appreciated thanks to Minister Awa Kolsak for inviting us here and for continued leadership and for the inspiration that she gives to all of us as we proceed. You have the floor. Thank you very much, Omar, and thank you so much to our panelists for your contributions, the examples that you have shown and that you have shared that help us to understand where we go from here, what we should be focusing on. I think what I'm taking away as a lesson is that we're not starting from scratch. As I said in my previous presentation, we've done this not only for communicable diseases, but I'm very encouraged to hear how it is also being implemented in countries for non-communicable diseases. We have national plans, as we have seen here in Senegal and in quite a few other countries. As I said, about 27 countries in the African region already have different plans. And we have different contexts in which this is being done. We were reminded that when we are in challenging contexts, in context of conflict, there are still possibilities to deal with these diseases. We have to deal with a multiple and the double burden of these diseases. I think what one takes away is that there is engagement of other sectors that we have experience with in Africa. We need to do the homework of analyzing what has worked, what have been the challenges that we have faced, and really work on going forward to learn from this and to accelerate the pace at which we are addressing the unanswered needs of people who have non-communicable diseases. We had a very good reminder about
the importance of education, of screening and prevention. And on the other side, we were reminded that some of the drivers and determinants of non-communicable diseases are items that are marketed in our daily lives, and we need to deal with the regulation, the legislation, and the diversification to offer other options. For example, to the tobacco growers in Tanzania, working with the government in WHO, we were able to shift farmers who used to earn their living from growing tobacco and exporting tobacco to growing other crops for which they actually made more money than they were making in that kind of relationship between the big tobacco companies and small farmers who are, I won't say enslaved, but who are very controlled by this industry. So I think there are many things that we can do on a multi-sectoral level. And I emerged from here very encouraged by these possibilities. And again, remind, we've done it for communicable diseases. Let us connect that experience. And I'm very encouraged. And we'll end by saying, thank you to the lady who reminded us that we have traditional medicines in Africa. We see very often little kiosks selling Chinese medicines. Let's export African traditional medicines all over the world and also benefit from the knowledge and the potential of these medicines. Thank you all very much for having joined us. And thank you to the inviters.